Bienvenue sur le podcast Enfance en Nature, le podcast qui parle d'éducation en plein air. Je m'appelle Claire et chaque semaine, je reçois ici un ou une pédagogue qui nous partage son expérience en matière d'éducation hors des murs. Famille, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Ces conversations ont pour but de transmettre et diffuser des pratiques diverses et variées qui tendent toutes vers un objectif: permettre aux enfants de passer un maximum de temps en extérieur et plus particulièrement au contact de la nature. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, à le partager autour de vous pour disséminer les graines de l'éducation en plein air. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Marion, qui est passeuse de nature en Île-de-France. À travers sa structure Dans leur nature, elle propose aux familles des ateliers pour se reconnecter au vivant, et son petit truc en plus, c'est le yoga parents-enfants. Avec Marion, nous avons parlé de sa vision de ce qu'est une passeuse de nature et des valeurs qu'elle porte, des bienfaits du contact à la nature qu'elle observe chez les familles qu'elle accompagne, mais aussi des difficultés qu'elle peut rencontrer dans cette mission. Une précision technique avant de commencer, je ne m'en suis pas aperçue lors de l'enregistrement de l'épisode, mais le micro de Marion a fait des siennes et la qualité audio est par moments très moyenne, pour ne pas dire mauvaise. J'espère que cela ne gênera pas trop votre écoute parce que ce que Marion a à nous partager est passionnant. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Salut Marion, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire à quel endroit tu te situes en France ou dans le monde et ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Alors, je suis en Île-de-France, dans le 94. Je suis à côté d'Orly, donc dans un milieu plutôt urbain, très urbain même, avec les trains, les avions, etc. La totale. Et du coup, dans la vie, je suis passeuse de nature depuis un peu plus enfin, 1 an et demi à peu près. Et voilà, donc je propose des ateliers pour les enfants, des ateliers aussi dans les écoles, pour les collectivités, enfin voilà, les entreprises aussi. Enfin, voilà, d'éveil à la nature, d'éducation à l'environnement, un peu tout ça. Ok, bon, tu vas avoir l'occasion de nous détailler tout ça juste après. Mais d'abord, je suis un peu curieuse. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec la nature quand tu étais enfant? Quels sont les souvenirs que tu as? Est-ce que tu étais connectée à la nature? Est-ce que tu sortais souvent? Si tu étais entourée d'adultes qui t'ont éveillée à la nature? Oui, alors moi j'ai vécu en Bretagne en fait. Enfin, je suis bretonne d'origine et j'ai grandi à la campagne, vraiment en plein centre Bretagne. Et j'ai eu la chance aussi d'être voilà, très proche de la mer, donc j'avais un peu les deux environnements. Voilà, vraiment, j'étais vraiment très connectée à ces deux environnements-là. Et en fait, je pense que ça passe, enfin, mon rapport à la nature est passé par pas mal de rituels en fait qu'on avait dans ma famille. Et voilà, comme aller chercher des châtaignes en automne, aller chercher des mûres pour aller faire des confitures. Enfin voilà, c'était vraiment très, voilà, très saisonnier. On avait nos petits rituels à chaque saison. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ça fait partie des plaisirs que j'ai encore aujourd'hui, que du coup je partage avec mes enfants. Et parce que c'était vraiment, ouais, c'était vraiment très chouette, quoi. C'est des moments de plaisir dingues. Donc voilà. Et après, au-delà de ça, quand j'ai un peu grandi, je suis fille unique, donc c'est vrai que j'avais un rapport assez, je sais pas, en fait, pour moi, la nature, c'était vraiment l'endroit où je me retrouvais, je pouvais penser, réfléchir, contempler, m'émerveiller, et voilà, avoir mes moments de solitude. Mais finalement, voilà, j'étais pas non plus toute seule, parce que j'étais autour du vivant. Et voilà, c'était vraiment un endroit pour moi un peu de recueillement aussi. Et c'est vrai que c'est toujours resté comme ça, ancré en moi, en fait. Quand j'ai besoin de me retrouver, bah, maintenant,
je vais dans la nature, j'essaie de me reconcentrer, de me recentrer là-dedans, voilà. Et du coup, arrivée à l'âge adulte, tu as étudié puis travaillé dans le marché de l'art, si je ne dis pas de bêtises, avant de devenir passeuse de nature. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu plus en détail et nous dire les raisons qui t'ont amenée, à bifurquer finalement et à aller, vers un travail, plus proche de la nature que de l'art? Mais on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a quand même un lien entre les 2 très chouette pendant les ateliers. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, j'ai un parcours, un peu long. J'ai commencé par des études d'histoire de l'art et en fait, voyant que j'avais pas de débouchés, enfin, c'était très compliqué, je me suis un peu orientée, je cherchais un peu, ce que je pouvais faire donc voilà, j'ai un peu, tâtonné et je me suis retrouvée, chez des commissaires-priseurs, des galeristes et cetera, en région, je précise. Et en fait, ça m'a passionnée, l'histoire des objets, enfin, voilà, le fait d'être un peu touche à tout. Et donc j'ai fait du droit après l'histoire de l'art et ça m'a conduit à un master en marché de l'art sur Paris. Donc là, changement d'environnement total pour moi qui a fait toutes mes études en Bretagne. Et en fait, bah, grosse désillusion pour moi en fait. C'était pas du tout ce à quoi je pensais. Je suis quelqu'un d'un peu bisounours, on va dire. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout cette vision-là des choses et le côté vraiment le rapport à l'argent, etc. C'était quelque chose que j'avais vraiment du mal à. Enfin, c'était pas ce que je recherchais en fait. Et après donc j'ai quitté mon premier emploi, j'en ai cherché un second et en fait j'avais l'impression de m'éloigner encore plus de mes valeurs. Et bon, pas de surprise, je pense que on est beaucoup dans ce cas-là. Mon premier enfant est arrivé, donc je suis tombée enceinte et ça m'a fait prendre pas mal de recul en fait sur ce que j'avais envie de véhiculer comme image aussi auprès de mes enfants, mes valeurs aussi, qu'est-ce que j'avais envie d'être comme personne en fait. Et donc j'ai quitté ce travail-là en me disant que plus jamais. Et je me suis occupée de mes enfants et puis j'ai eu un deuxième enfant entre temps et j'ai cherché en fait, j'ai cherché quelque chose qui aurait du sens pour moi et en fait petit à petit ça s'est fait naturellement en fait j'avais tendance à créer du lien avec mes enfants en passant par la nature en fait. C'était toutes les activités que je faisais avec eux, donc déjà tout bébé en fait, c'était avec toujours un lien avec la nature et on passait beaucoup de temps dehors, etc. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait des petites activités, j'ai commencé à les partager sur un compte qui n'existe plus malheureusement. Mais, euh, mais voilà, j'ai commencé à partager ces petites activités-là, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, bah écoute, pourquoi ne pas en faire un métier? Je me suis renseignée, et j'ai trouvé donc la formation passeur de nature, d'éveil à nature. Et bah ça m'a plu tout de suite. En fait, je me suis dit bah go, c'est ça qui me convient. Et puis bah au fur et à mesure des mois, j'étais de plus en plus convaincue que j'étais dans la bonne direction. Et puis j'ai voulu creuser et voilà, je me suis formée aussi auprès du réseau pédagogie par la nature. Donc là, j'ai fait le module 1 l'année dernière chez Autour du Feu en Bretagne avec Julie. C'était super chouette. Franchement, c'était un moment extra. Et là, en fait, je me suis dit, bah, je suis totalement alignée avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de transmettre. Et voilà, je me suis rendu compte que la transmission, c'était quelque chose de très important pour moi. Et que, bah, la nature, ça avait toujours été là où je voulais être. Et voilà. Et je me suis un peu reconnectée aussi à l'enfant que j'étais avant. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est bon. On est dans la bonne voie et let's go, quoi. Oui, c'est vrai que, je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses à avoir vécu à un moment donné de notre vie une certaine déconnexion à la nature, notamment par le passage, un peu obligé en ville pour, les études ou pour le travail. Et même si une connexion à un environnement naturel est possible en milieu urbain et tu le montres à travers tes ateliers, la démarche, elle est différente. En tout cas, elle implique autre chose,
Si je pense à une personne qui a grandi pendant les 20 premières années de sa vie au contact direct d'éléments naturels, être soudainement immergée en milieu urbain, cette relation-là, elle peut être vraiment diminuée. Hem et on peut s'en accommoder pendant plusieurs années, mais il arrive quand même assez fréquemment que lors d'événements marquants dans une vie, dont l'arrivée d'un enfant, on ressente à nouveau ce besoin de s'y reconnecter. Et même pour des personnes qui n'ont pas forcément vécu une enfance, hem, très en lien avec la nature, ce besoin peut émerger soudainement. Tout ça, c'est des choses qui ont été conceptualisées, la matrescence, la patrescence, qui sont des sortes de crises existentielles, qu'on peut vivre à l'arrivée d'un enfant parce que soudainement, on a un rapport et une vision à nous, à la vie, aux autres qui est différente et du coup, on remet en question plein de choses et nos besoins, nos aspirations, nos valeurs ne sont plus les mêmes. Pour en revenir à toi, Marion, tu es donc passeuse de nature, mais il n'y a pas un type de passeuse de nature, il y en a autant qu'il y a de passeuses de nature. Et je précise que je dis passeuse de nature parce que nous sommes aujourd'hui 2 femmes, mais il peut évidemment y avoir des passeurs de nature. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle passeuse de nature tu es? Quelles sont tes valeurs, ton approche, tes spécificités? Oui, alors déjà oui, passeuse de nature, je trouve que c'est un très beau terme en fait. Enfin, je trouve ça très beau justement par rapport à la transmission, qui est finalement au cœur de notre métier. Et que des fois quand on me dit vous êtes animatrice nature, ou on va faire une animation nature, je dis bah en fait non, c'est pas mon métier, je fais pas d'animation, je suis pas animatrice, je transmets des valeurs, je transmets des choses, j'essaie de transmettre un émerveillement. Enfin voilà, c'est pas du tout, on n'est pas dans une animation en fait. C'est pas juste être là pour divertir les gens en fait. Ça va bien au-delà de ça. Donc je trouve que passer de nature, voilà, ça quand même ça revalorise énormément notre métier et ça a beaucoup plus de sens en fait. Déjà dans un premier temps. Et ensuite, donc moi, mon profil de passeuse de nature, je dirais qu'il est plutôt engagé dans le sens où j'essaie vraiment dans mes ateliers d'avoir une éthique, donc d'avoir un impact vraiment mais minime sur l'environnement, voire pas du tout. Enfin, on en a toujours, voilà, on met un tapis par terre au sol, forcément, on a un impact sur l'environnement dans lequel on agit. Mais voilà, j'essaye de récupérer. Mon matériel, souvent, j'essaie de le trouver en recyclerie ou voilà, c'est souvent de la seconde main. Enfin, j'essaye au maximum d'éviter les grosses plateformes. Je favorise aussi comment dire, les petits commerces. Voilà, je fais, enfin voilà, ceux qui m'écoutent sauront. Mais voilà, les petits sites en ligne qui proposent du super matériel pour les enfants, souvent made in France ou Europe, voilà, qui sont produits de manière éthique. Ça a une grande importance pour moi. Et voilà, donc, de ce niveau-là, je suis assez engagée, même par rapport à ce que je propose aux enfants, parce qu'en plus je travaille avec des tout petits. J'essaye de pas utiliser de substances toxiques, tout ce qui est colorant alimentaire, tout ça, enfin j'en ai un peu horreur. Voilà, j'essaie de me renseigner aussi au maximum sur les dangers, etc., de ce que je pourrais utiliser par rapport aux enfants. Enfin, c'est très important pour moi. Voilà, il y a ce côté un peu engagé. Et puis le côté, comme tu disais tout à l'heure, finalement ça m'a jamais vraiment quitté ce côté un peu artistique. Du coup, effectivement, je propose des ateliers qui sont assez créatifs parce que enfin, déjà, je pense que ça fait partie de moi. J'aime beaucoup créer dans la nature et je trouve que voilà, quand on est enfant, c'est vrai qu'on aime beaucoup s'amuser, ramasser des choses, etc. et en faire
en faire des petites choses, en faire des petits objets, en faire des petits tableaux, etc. Ça parle tout de suite en fait. Et les parents s'éclatent aussi à faire ça. Donc voilà, en fait c'est ce côté un peu créatif aussi qui m'anime et qui fait un peu partie de mon identité de passeuse de nature. Voilà. Oui, les parents s'éclatent et parfois même plus que les enfants à partir du moment où ils lâchent prise, bien sûr. Ils retrouvent leur enfant intérieur et c'est vraiment chouette. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport au terme de passeuse de nature, qui est d'ailleurs devenu un intitulé courant depuis la formation du même nom, qui est proposée par Émilie d'Éveil et Nature, à qui on fait un coucou au passage. C'est vrai que jusqu'à présent, on connaissait surtout les termes d'éducatrice à l'environnement ou animatrice nature, qui sont des intitulés de diplômes reconnus par l'État. Mais dans l'utilisation du terme animation, on sous-entend un objectif de résultat, de production. Finalement, on attend une activité particulière. Et d'ailleurs, il arrive parfois que des familles ou des structures, des professionnels aient certaines frustrations à la fin d'un atelier parce qu'elles ne connaissent pas l'approche globale de ce que peut être une passeuse de nature, de toutes les valeurs que cela implique, et qu'elles s'attendaient plutôt à ce qu'on leur présente toute une panoplie d'activités ou des productions à ramener à la maison. Alors que la démarche d'une passeuse de nature va bien au-delà et la transmission qui se fait, en tout cas à mon sens, est profonde et riche de sens lorsqu'elle se fait dans ce cadre-là que simplement de proposer une activité et voilà, à la fin de l'atelier, on plie bagage et on emporte sa petite création. C'est plus, on n'est pas dans la même transmission, en tout cas. Oui, totalement. Bah justement, ce côté, pour moi, c'est de la consommation en fait. Hein. On va à un atelier pour produire un résultat et repartir avec quelque chose. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Et moi, finalement, ça m'a posé vraiment problème au tout début de mes ateliers, où en fait, j'avais ce retour. Bah oui, on a payé, mais on aurait peut-être attendu plus en fait. Et je me suis dit waouh. C'est pas du tout ce que je voulais, ce que je pensais en fait transmettre, etc. En fait, il y avait voilà cette idée de reconnexion et je me suis dit ouais, en fait, il faut vraiment qu'il y ait ce côté consommation pour qu'il y ait un intérêt en fait à venir. Je me suis vraiment interrogée. Ça m'a un peu perturbée et donc je pense qu'il faut un peu que tout le monde s'y retrouve. C'est pas évident en fait de changer nos habitudes. Et effectivement, quand on paye, on a une attente de résultat. Et donc on consomme un atelier pour repartir avec quelque chose en fait. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, il faut trouver un peu un juste milieu pour essayer de contenter tout le monde et puis finalement de ouais, trouver un juste milieu en fait. Tu vois là, c'est les ateliers que je propose, il y a un peu de tout, il y a autant d'exploration libre que d'activités créatives et finalement les parents sont plus dans ces activités et les enfants autour s'amusent plutôt librement en fait. Donc là, il y a un peu une manière de contenter tout le monde. Et en même temps, les parents retrouvent cet enfant intérieur, comme tu disais tout à l'heure, donc ils s'amusent énormément aussi. Et voilà, donc il faut trouver le juste milieu, mais c'est vrai que c'est vraiment, en tout cas personnellement, au tout début de mes ateliers, c'était quelque chose qui m'avait vraiment heurté et qui a été source de questionnement pour moi. Mmh. Et donc, ta structure s'appelle Dans leur nature. Tu proposes des ateliers d'éveil à la nature pour les jeunes enfants de 18 à 36 mois. Et ce sont des ateliers que tu proposes de vivre en famille. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette tranche d'âge et qu'est-ce que tu observes dans la relation enfant-adulte au fil des ateliers? Parce que proposer des ateliers en famille n'a pas la même dimension que d'accueillir des enfants non accompagnés. En tout cas, on n'observe pas les mêmes choses pendant les ateliers. Oui, alors déjà, ça c'est un peu c'est les ateliers 18-36 mois. C'est vrai que ça s'est fait un peu comme ça, sans forcément que j'y réfléchisse en amont, puisque je travaille avec une plateforme qui s'appelle Easy Baby
et qui met en relation des parents avec des personnes qui proposent des ateliers en fait. Et Julie de Zibelli m'avait contactée l'année dernière puisque elle proposait, enfin des ateliers étaient proposés d'éveiller la nature sur Lyon avec Talia, qui est actuellement de l'arborescence. Et en fait, elle m'avait contactée en me demandant si éventuellement ça pouvait m'intéresser de proposer des ateliers d'éveil à la nature pour les 18-36 mois sur Paris ou en région parisienne. Et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, carrément. Et donc ça s'est fait comme ça. Et, et j'étais déjà en fait persuadée que, enfin pour moi en fait c'est très important de travailler avec des familles, enfin de travailler avec les parents et les enfants ensemble, parce que en fait le fait de convaincre le parent de passer du bon temps en nature, de passer du bon temps dehors, enfin voilà, ça va se transmettre en fait nécessairement à l'enfant et ils voudront y retourner ensemble en fait. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi en fait. Je travaille autant pour les enfants que pour les parents parce que pour moi si j'arrive à les convaincre, les convaincre c'est un peu trop fort, mais si j'arrive via mes ateliers à leur donner envie de revenir, de repasser du temps dehors et de se dire ouais bon bah super en fait j'avais pas idée qu'on pouvait faire des choses aussi simples et aussi chouettes dehors, vas-y on va y retourner toutes les semaines, tous les week-ends, on part faire des balades et on se fait des activités comme ça. Et ben en fait voilà c'est gagné puisque l'enfant passera plus de temps dehors et sera davantage connecté avec son environnement donc voilà c'est aussi bien finalement, c'est même peut-être plus le parent qui est le plus important, parce que c'est à un âge où en fait l'enfant ne va pas pouvoir aller de lui-même verbaliser un besoin, etc. Donc il faut que ça passe nécessairement par les parents. Et puis voilà, là, il voit son enfant évoluer dehors, etc., s'amuser, s'éclater, peut-être avoir des comportements complètement différents de, de ce qu'il peut avoir à la maison en fait. Enfin, c'est vrai on est dans un environnement très urbain où des parents il est souvent en appartement, donc les enfants sont très cloisonnés, toute la semaine ils sont à la crèche, ils rentrent, ils sont dans des appartements, et ça peut être très lourd aussi pour les parents, et de voir leurs enfants des fois très enjoués, très libérés en fait de tout ça en extérieur, etc. Ça a un impact aussi très positif sur eux. Pour cette tranche d'âge, c'est clair que c'est évident de travailler avec des familles, et après, plus tard aussi, convaincre les parents, enfin, de leur montrer qu'on peut faire de belles choses dehors sans être juste spectateur. Parce que c'est vrai que des fois c'est compliqué en fait, hein, de se dire oui, ben, on va juste faire une balade, mais l'enfant va s'ennuyer, on va pas réussir à l'enthousiasmer suffisamment. Et ben finalement voilà, si on arrive même à prendre des familles avec leurs enfants même plus tard, dans des âges plus avancés, et de leur dire bah allez, vous pouvez faire plein de choses en fait avec vos enfants dehors et c'est trop bien. Et vous allez après avoir une identité en fait, vous allez partager des vrais souvenirs ensemble dans la nature et ça va faire partie aussi du lien affectif en fait. L'enfant aura un lien affectif très fort avec la nature qui sera relié avec ses parents. Enfin voilà, c'est vraiment toute une pensée, toute une réflexion et enfin, pour moi, voilà, c'est très très important. Du coup, est-ce que tu sais si les familles qui viennent régulièrement à tes ateliers ont pris l'initiative de sortir davantage avec leurs enfants et de pas attendre le moment des ateliers pour se connecter à la nature et voire même, si on peut aller plus loin, proposer d'elles-mêmes des activités aux enfants? Alors, j'ai pas encore de retour à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on échange beaucoup pendant les ateliers sur ça. En fait, j'explique vraiment aux parents que l'atelier, c'est pas, enfin, le but de l'atelier n'est pas de les rendre dépendants entre guillemets de ces moments-là, mais justement en fait de leur donner des outils pour qu'ils aient pas pour qu'il n'y ait pas de frein en fait à sortir. Et après voilà, j'ai un peu une continuité avec ça, donc je leur envoie en fait une newsletter à partir du moment où ils sont inscrits et du coup je leur donne des petites idées d'activités, donc on a une par mois et voilà, j'essaie de donner des petites activités à faire,
ressources, etc., des petits supports. Et voilà, ça change à chaque fois. Et je leur dis, bah voilà, maintenant, à vous de jouer et à vous de prendre la relève. Donc après, il y en a qui reviennent parce que voilà, ils aiment aussi l'atelier en lui-même. Mais voilà, le but c'est vraiment qu'ils trouvent ce plaisir-là et qu'ils arrivent après à être un peu autonomes. Et voilà, c'est pas évident. Je pense que ça fait pas non plus écho pour tout le monde. Et puis on est vite rattrapé par le quotidien et c'est pas forcément facile, surtout en milieu urbain. Mais voilà, le but aussi d'intervenir dans des grosses villes comme ça, enfin d'intervenir à Paris, j'interviens aussi au Bois de Vincennes, c'est quand même assez vert. Mais par exemple, au bout de Chaumont, on peut faire des choses très chouettes aussi. Et je leur dis, voilà, même le square, même au parc, vous verrez plus les choses de la même façon. En fait, au lieu de juste faire du toboggan, etc., peut-être que vous allez faire des couronnes, ou avoir envie d'aller même un peu plus loin et de vous dire, bon bah ok, là on va peut-être faire un effort et le week-end on essaie d'aller un peu plus loin et trouver des espaces un peu plus verts, etc. Mais c'est vrai que du coup, pendant les ateliers, c'est quand même assez c'est quelque chose qui revient tout le temps en fait. J'essaie vraiment de leur expliquer que il faut, enfin voilà, grâce à ça, vous allez avoir des outils, etc. C'est vraiment important pour moi de le dire. Et puis après, voilà, d'avoir une continuité avec ces newsletters. Je, Après, ils en font ce qu'ils veulent, ça c'est sûr. Mais au moins, voilà, il y a des pistes, quoi. Oui, comme tu le dis, le quotidien est souvent chargé et ça peut, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas l'habitude de sortir, ça peut apparaître comme une charge supplémentaire sur la liste des choses à faire qui est déjà bien remplie. Et c'est vrai que ces ateliers, c'est aussi l'occasion pour les familles de s'inspirer de choses et finalement de se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, que les enfants n'ont pas besoin de grand-chose et on trouve plein d'éléments très riches autour de nous quand on sort. Et si on se laisse aller et qu'on suit l'enfant, globalement, on n'a pas besoin de préparer une liste d'activités juste avant de sortir. Mais ça peut-être que certaines personnes ont besoin de le voir et de le vivre pour, l'intégrer et du coup oser se lancer derrière, sans avoir besoin d'une structure, intermédiaire finalement. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en plus, enfin, quand on est, enfin voilà, comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans un appartement, qu'on a juste un balcon ou un square en bas de chez soi, c'est voilà, on est déjà très fatigué du quotidien, voilà, urbain de sa semaine et de voilà d'essayer de trouver des pistes pour juste lâcher prise quand on en a besoin et passer du bon temps avec l'enfant dehors, c'est vraiment important. Mais voilà, là souvent je propose des supports même en atelier qui peuvent réutiliser. Je leur dis bah voyez maintenant que vous avez ce support là, vous pouvez le récupérer et le réutiliser au fil des saisons en glanant des trésors avec les enfants et voilà et en fait c'est tout simple, c'est vraiment très très simple, il y a rien de plus simple. Mais voilà, du coup, ils ont ce prétexte-là et ils disent bon bah voilà, on va faire une balade et on va compléter notre petit tableau, notre petit support et rien que ça, bah on voit que ça les stimule et que ça leur donne envie quoi. Et puis voilà, ça après les enfants font le reste, ils vont chercher leurs petits trésors, ils sont plus fiers et ça va forcément entraîner des bons moments et ça va peut-être bifurquer sur encore d'autres choses et ça va être génial. Mais effectivement, faut en parler et il faut leur montrer que finalement les limites elles sont posées dans nos têtes quoi. Il y a rien de plus simple que d'emmener les enfants dehors et de les laisser, de leur faire confiance et aussi nous de lâcher prise en tant qu'adultes et de contempler, de s'émerveiller aussi. Et c'est pas ça, c'est pas évident d'amener les adultes à s'émerveiller, à s'enthousiasmer aussi des petites choses. C'est un peu notre mission aussi. Hein. Enfin moi, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, comme je disais tout à l'heure, de leur de les convaincre, mais aussi de leur permettre de retrouver ça en fait, cet émerveillement, cet enthousiasme que nous on a et voilà de leur transmettre ça, c'est tellement important. Donc là, si on y arrive, c'est gagné quoi. C'est tout est bon là.
Oui, et puis l'émerveillement est communicatif. Les adultes s'émerveillent, les enfants s'émerveillent, ça se transmet et une fois qu'il est retrouvé chez les adultes, en général, il ne repart pas parce que c'est trop plaisant de le ressentir. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que les adultes sont aussi importants que les enfants, parce que voilà, comme tu dis, si on émerveille si un adulte est capable de s'émerveiller, il arrivera à transmettre ça et voir à quel point c'est important en fait de garder cet enthousiasme, de garder cet émerveillement des petites choses du quotidien, c'est tellement tellement important. Ouais. Alors, tu nous parles de support, d'exploration libre, d'activités. Concrètement, comment se déroulent tes ateliers? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce qu'il y a des choses, que tu mets en place systématiquement? Combien de temps dure un atelier? Alors j'ai une structure quand même très fixe. En fait, je propose toujours la même structure tous mes ateliers. Je propose toujours un temps de yoga au tout début de l'atelier, donc qui dure 1 heure et demie l'atelier, de 10 heures à 11 h 30. Et voilà, en fait, on commence toujours par un petit jeu de yoga, donc du yoga pour parents-enfants, qui est adapté à cette tranche d'âge-là, 18-6 mois. Et donc voilà, en fait, c'est toujours sur les saisons, la nature, c'est toujours un lien avec ce qu'on est en train de vivre. Et c'est un petit moment un peu sympa où on commence à rigoler un petit peu et puis on se présente aussi. Et voilà, enfin, c'était un peu ludique et rigolo. Et après, toujours la même structure, en fait, je propose toujours aux parents et aux enfants de partir chercher des trésors. Donc soit j'ai des petits supports, cartes de chasse au trésor, où du coup là je leur demande de chercher des choses, par rapport à la saison. Et sinon voilà, ils les regardent, ils les prennent pas forcément, voilà, des fois ça juste un chant d'oiseau pour essayer d'écouter ce qui se passe autour de nous, des fois c'est essayer de trouver un escargot, enfin voilà, c'est des choses vraiment différentes. Et d'autres fois où clairement j'ai pas de consigne entre guillemets, c'est-à-dire que je leur dis bah voilà, je vous donne un pochon, je vous donne un petit sac et puis vous allez vous balader et vous allez chercher des choses avec les enfants et puis vous revenez quand vous avez terminé et puis je vous montrerai ce qu'on fera de tout ça. Donc en général, je garde le suspense. Mais voilà, du coup de leur présenter plusieurs possibilités, plusieurs petites choses que l'on peut faire avec nos petits trésors. Donc déjà ils sont fiers, ils ramènent leurs petits trésors, regarde ce que j'ai trouvé, après ils comparent leurs petits trésors, c'est chouette. Et donc après voilà, on part sur des activités un peu créatives, mais qui sont quand même toujours un peu libres et finalement c'est un moment où les parents font souvent les activités et puis les enfants continuent à jouer avec leurs trésors à côté, ou alors des fois il y a de la collaboration entre l'enfant et les parents, ça dépend vraiment des couples, enfin des couples, ça c'est des trios, quand il y a le papa, la maman et l'enfant qui sont là tous les trois, mais oui, du coup il y a un peu plein de profils différents, il y a des familles qui collaborent entre elles, des voilà, c'est les parents qui s'y mettent et puis les enfants gravitent autour ou jouent avec les copains, copines, etc. Et puis après, il y a toujours un temps de jeu libre. Voilà, où des fois c'est de la patouille, il y a toujours ma petite cuisine de gadoue que je transporte, ma petite chaîne nomade dans mon sac à dos. Voilà, des petites patouilles. Et là, comme c'est l'été, j'ai fait des petites glaçons avec des végétaux inclus dedans, donc ils adorent. Et voilà, après, ça reste aussi, dans le jeu libre, il y a quand même quelque chose aussi de très sensoriel. Pour moi, c'est toujours aussi important d'amener ce côté-là parce que voilà, c'est des tout petits qui ont besoin énormément d'être stimulés sensoriellement, plus que d'autres enfants qui seraient plus sur du côté voilà, intellectuel et manuel au niveau du challenge, etc. Là, on n'est pas du tout sur ça. Enfin, c'est pas des 18-36 mois, on est vraiment sur le sensoriel. Donc c'est très important de toujours amener des petites choses qui vont les stimuler et qui vont aussi les émerveiller. Enfin, c'est toujours important. Donc voilà, c'est un peu la structure globale de mes ateliers et voilà, je n'en change pas parce que finalement ça fonctionne très bien. Et, et oui, il y a vraiment, mais on s'ennuie pas en fait. C'est vrai que les gens viennent en me disant oui, 1 heure et demie, ça reste bête. Et en fait, vous verrez bien après, c'est vous qui jugez.
Mais en général, en fait, personne s'ennuie parce qu'on fait plein de choses différentes et du coup, on passe un moment quand même assez long dehors et ça c'est chouette. C'est pas juste anecdotique, quoi, finalement. C'est quand même quelque chose d'assez long pour pouvoir vraiment profiter. Et puis après, voilà, j'essaie toujours de leur dire, bah voilà, la prochaine fois, n'hésitez pas à venir avec un pique-nique, de manger votre pain en dehors avec un pique-nique, et voilà, essayer de trouver des activités à faire à côté, autour, pour vraiment prolonger au maximum ces moments dehors, parce que surtout là, on est la bonne saison, donc c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, en gros, la structure des ateliers que je propose dans la nature. Oui, c'est un vrai temps de pause pour les familles. D'ailleurs, je pense que parfois les parents viennent aussi chercher ça. Une fois que le premier atelier a été vécu, ils savent que c'est un moment durant lequel ils vont pouvoir décrocher le cerveau et prendre le temps et juste se laisser porter. Et quand on a une semaine très remplie, quand on est dans un fonctionnement dans un monde qui va à toute allure et qui nous pousse à aller très vite tout le temps. Ces moments-là de reconnexion à soi, à son enfant, à la nature, ça permet de ralentir. Et effectivement, le temps long est nécessaire pour en tirer tous les bienfaits. Et du coup, les ateliers, tu les proposes toute l'année? Oui, toute l'année, ouais. Après, c'est aussi quelque chose qui est pas forcément évident. Je pense que ça dépend de l'endroit où on est pour les ateliers, mais c'est vrai que ici, les gens ont un peu du mal quand même à sortir en saison froide. Donc là, pour la première année des ateliers, ça a quand même pas été évident de motiver les personnes de motiver les familles à venir. Donc on verra l'année prochaine. Effectivement, on dit il n'y a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais vêtements, mais le problème c'est qu'en fait, les mauvais vêtements, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des mauvais vêtements dans leur dressing. Donc ça reste encore un gros challenge pour moi. Je pense que ça dépend en fait, des régions où on est. Donc tu vois, sur ce côté-là, les ateliers, je les propose toute l'année. Oui, je les propose toute l'année, mais j'ai pas la même fréquentation en automne, en printemps et en été qu'en automne hiver. Donc, donc ça reste encore voilà quelque chose à développer et des messages à véhiculer et encore beaucoup de encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Pour rebondir, tu vois, sur l'équipement, moi, j'habite en zone montagneuse. Effectivement, globalement, les gens sont équipés, les enfants sont équipés, ils vivent en combinaison de ski une bonne partie de l'hiver. Pour autant, sortir pendant 2 heures en forêt ou même quand il fait pas très froid, parce qu'évidemment, on ne met pas, on n'organise pas des sorties quand les conditions climatiques sont trop extrêmes et qu'il fait vraiment très froid, qu'il y a beaucoup de vent. Mais même quand il y a beaucoup de neige et qu'il fait 1-2 degrés, les familles ont tendance à être très frileuses. Donc c'est vraiment culturel en France parce que les premières écoles en forêt, elles viennent des pays où il fait très froid une bonne partie de l'année et il y a des structures dans lesquelles il y a absolument aucun abri et les enfants passent les journées entières dehors et ça ne freine pas du tout les familles. Mais chez nous, c'est vrai il y a des choses à déconstruire et puis globalement, les adultes n'aiment pas beaucoup eux-mêmes sortir quand il fait froid, quand il pleut, alors que les enfants en général, c'est au contraire des moments où ils s'amusent encore plus. Patouiller quand il pleut, c'est quand même des moments assez incroyables à observer. Mais ouais, petit à petit, à force de communiquer sur ce bon équipement et Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, comme on disait, tu proposes aussi des ateliers toute l'année, etc. Et par le temps, en fait, euh, comme en fait pour moi le côté expérience positive prime aussi quand même
coup, en fait, j'ai tendance à quand même annuler mes ateliers ou à les reporter quand c'est pas assez bon, en fait, quand c'est plaît, parce que je sais pertinemment que les gens sont pas équipés pour l'avoir vu. En fait, les gens sont pas du tout équipés pour des moments de pluie, etc. Donc, quand c'est des petites averses, c'est rien. Mais effectivement, quand c'est un temps pluvieux, vraiment pluvieux, j'aurais beau mettre une bâche, etc. Je pense que voilà, les gens quand même ne viendront pas, ou alors ne sont pas équipés, et en fait, ça va complètement fausser l'atelier en fait, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher prise à ce niveau-là et qui vont repartir avec une très mauvaise expérience, et du coup, ça aura un mauvais impact et qui va tomber par terre. Tu vois. C'est vrai que il faut aussi jauger, tu vois. Ils sont un peu frileux à ce niveau-là, donc c'est pas évident. Donc moi, effectivement, quand même, je privilégie l'expérience positive sur absolument forcer les choses et leur dire non, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, on va faire un atelier sous la pluie. C'est un choix que je fais, mais voilà, pour moi c'est vraiment important que ce soit vraiment le maximum positif, tu vois. Ils ressortent de là en se disant bon, on a passé un super moment, on a envie de y retourner, tu vois. Oui, les choses vont se faire petit à petit à force d'expliquer, de motiver. À un moment donné, il apparaît la curiosité aussi de vivre l'expérience par tous les temps et à toutes les saisons. Et du coup, dans tes ateliers, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu proposes des moments de yoga parents-enfants. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire ce que c'est que le yoga pour les tout petits et quels sont les bienfaits pour les enfants? Oui, alors en fait, j'avais cette idée enfin, en fait, je pratiquais le yoga avec mes enfants déjà depuis un moment. Et c'est vrai que quand je me suis lancée en tant que passionné, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a appelé assez vite. Je me suis dit, bah, en fait, ça pourrait être chouette de le faire pendant les ateliers aussi, avec les parents des enfants qui viennent. Et j'ai fait une formation avec le Graines Île-de-France sur les bienfaits de la santé, enfin, vraiment sur la santé. Et en fait, ça m'a vraiment convaincue parce qu'on a passé beaucoup de temps dehors à faire des activités, et il y avait cette notion de bien-être qui était vraiment au cœur de cette formation. Et donc, on a parlé effectivement de toutes les pratiques mondiales en fait, hein, des choses qu'on fait un peu dans des pays, sur de la physiothérapie, enfin, voilà, en Chine, il y a des pratiques qui sont faites aussi pour vers ce bien-être pour soi, mais aussi ce bien-être dans la nature en fait. Et du coup, pour moi, en fait, c'est devenu quelque chose de dépendant en fait, hein, de lui, vraiment profondément. Et je me suis dit, le yoga, c'est le but, c'est de se sentir bien en fait. C'est vraiment d'apprendre à gérer son corps, à gérer ses émotions, etc., mais aussi à se sentir bien. Et donc je me suis dit, bah allez, j'ai vraiment envie de le proposer, je vais me lancer dans une formation de yoga, et puis je verrai bien ce que ça fait. Et donc j'ai commencé à proposer mes premiers ateliers avec ce yoga, et ça a suffi, parce qu'en fait, il y a différents enjeux en fait quand on fait du yoga par enfant déjà. Nous deux, quand même, une relation très très proche, c'est du corps à corps, donc c'est vraiment très intense, on nourrit vraiment un lien affectif. Pour moi, c'est une expérience vraiment complète en fait, de ça. Et ça se ressent en fait. C'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui sont un peu sceptiques en arrivant, et puis bah c'est ça super au final, et on peut se lancer à faire ça aussi dehors, parce que c'est des choses plus simples en fait. C'est du yoga, c'est pas du yoga pour adultes transposés aux enfants, c'est ce que j'ai dit d'emblée. J'ai dit, ne vous mettez pas la pression. Le but, c'est de passer un bon moment ensemble, de rigoler, et puis, et voilà, on chante, on a des petits consignes, il y a des petits rituels, enfin, c'est assez, ce que je disais tout à l'heure, c'est assez ludique quand même, et ça permet de faire connaissance, et voilà, donc en fait, c'est vraiment un bon moment partagé, et les familles, je pense, apprécient beaucoup ce moment. Ben, pour l'avoir expérimenté à quelques ateliers suite à tes partages sur Instagram, je confirme le succès parce que non seulement les enfants
éclater de rire en faisant certaines postures, et notamment la posture du papillon qui a beaucoup plu, aux plus jeunes. Mais en plus de le faire en début d'atelier, ça a permis aux enfants et aux familles de se connecter les uns aux autres. Oui, c'est ça. Et puis même toi, tu vois, oui, intervenant comme ça, tu ne te connaisses pas, c'est quand même pas forcément facile de créer un lien, de poursuivre après un atelier en disant, voilà, en fait, il faut quand même créer une relation, en fait, tu vois. Et c'est vrai que le yoga, ça permet vraiment de lâcher un peu prise, enfin, je dis, ouais, et puis, on rigole ensemble, et des fois, j'ai vraiment des enfants qui viennent avec moi sur le tapis, tu vois, ou alors ils me prêtent leur doudou, et du coup, je fais des postures et je leur montre avec le doudou, tu vois, comme si j'avais un pont avec moi, et c'est super, du coup, parce que du coup, ils arrivent à créer ce lien avec moi, et après, voilà, il y a quand même une relation de confiance qui s'installe. Et puis, il y en a un qui fait ça, et du coup, tous les autres se sentent nécessairement aussi en confiance, tu vois, ça fait un cercle vertueux, donc c'est plutôt chouette. Et c'est vrai qu'en plus, c'est propice à plein de jeux, en fait. Comme toi, tu travailles aussi avec des plus grands, c'est vrai que tu vois, il y a le 1, 2, 3 soleil qu'on peut transposer avec des postures de yoga, et ça peut très vite, voilà, devenir des petits jeux, rituels comme ça, qui vont là pendant les ateliers, et qu'on peut utiliser en plus, il fait froid, et ça, c'est super. Alors maintenant, on a une idée bien concrète de la passeuse de nature, que tu es. Et il y a quelques semaines, sur Instagram, tu as partagé une publication dans laquelle tu disais: «Mon métier ne devrait pas exister». Alors pour les personnes qui ne l'ont pas lu, est-ce que tu peux nous dire ici ce que tu entendais derrière, cette phrase? Bah, en fait, c'est un sentiment que j'ai depuis que j'ai commencé, en fait. Je me suis dit, on fait un métier qui est quand même un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on essaie de connecter des personnes, des enfants, des adultes, à la nature, alors qu'on fait nous-mêmes partie de cette nature, en fait. Et je me suis dit, c'est quand même un peu dingue qu'on en soit arrivé là, à avoir des métiers comme ça, parce qu'on n'aurait jamais dû perdre ce lien, et on n'aurait jamais dû perdre ce, comment dire, la relation qu'on a, en fait, avec le reste du vivant. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, en fait, dans mon poste, on a une posture très auto-centrée, en fait. Pour nous, l'humain est au cœur du tout, et le reste gravite autour de nous pour finalement servir nos propres intérêts. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça. On n'est pas du tout au milieu, et le reste du tout, on fait partie d'un tout. Et, et pour moi, c'est quelque chose qui reste, tu vois, très présent, en fait. Quand je fais ce métier-là, je me dis, en fait, j'ai une équipe qui ne devrait pas du tout exister. Ça devrait pas être possible qu'on soit autant déconnecté de notre propre marque, de notre propre nature, voilà, de ce qu'il y a autour de nous. Enfin, donc, c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de dire, parce que voilà, on fait un métier qui a du sens, mais on sait pourquoi on le fait, et, et on trouve quand même, enfin, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui a été perdu, et qu'il est nécessaire de le retrouver. Donc, c'est vraiment très important de se remettre un peu, de prendre du recul, et de se remettre un peu à sa place, et de se questionner sur pourquoi est-ce qu'on le fait, et peut-être qu'un jour ça n'existera plus, hein. J'ai un peu du mal à y croire, mais voilà, ce serait bien que les choses évoluent, quoi. Et que notre voix aille plus loin aussi, parce que c'est vrai que on est aussi c'est un métier qui est pas forcément très valorisé, qui est encore un peu à ses tâtonnements, parce qu'on est de plus en plus nombreux maintenant à rejoindre ce mouvement, et que de plus en plus de personnes de nature, ça de nature, en France et ailleurs. Mais, mais je pense qu'on est tous nourris, en fait, par ça, de se dire, ouais, il faut qu'on retrouve notre place, et que c'est un métier qui ne devrait pas exister, donc il faut vraiment qu'on soit impactant, et qu'on porte notre message vraiment le plus loin possible, quoi. Oui, et bien sûr, la question n'est pas de juger les personnes qui sont éloignées, voire déconnectées,
de leur environnement naturel proche, mais plutôt de pointer du doigt la manière dont le système et notre culture ont amené cette déconnexion qui a des conséquences d'une part sur notre santé physique et mentale, mais aussi d'autre part sur le vivant, qui n'est plus considéré pour ce qu'il est et qui est aujourd'hui menacé de disparaître, au moins en partie, si notre approche ne change pas. Et le fait de sortir, d'observer ce qu'il se passe autour de soi, d'admirer, tout ça, ça contribue à s'y reconnecter et donc à le respecter. Et dans tout ça, notre rôle en tant qu'accompagnante, c'est justement de faciliter cette reconnexion et d'informer surtout, parce qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances. Mais oui, petit à petit, les choses changeront. Ça prendra du temps parce que nous avançons toutes et tous à une vitesse différente, mais ça changera, c'est certain, étant donné que nous n'avons pas le choix si on souhaite partager encore pendant quelques temps un bout de cette terre. C'est ça, c'est vrai. Oui, c'est vraiment symptomatique. Voilà, on est vraiment dans une société. Voilà, on blâme pas les gens, effectivement. C'est juste que la société est comme ça. Mais nous-mêmes, voilà, tu vois, je me suis un peu perdue en chemin. On va dire ça comme ça. Mais voilà, on est happé par peut-être d'autres choses. Ou alors la société nous véhicule des messages. Pour réussir, il faut faire face à ça. Il faut suivre un chemin précis, etc. Et puis bah on le suit quoi. Et finalement, je pense aussi dans une génération qui a eu pas mal de désillusions à ce niveau-là. Et on arrive voilà à un point où on est tout aligné avec la personne qu'on voulait être. En fait, peut-être qu'on a voulu se donner un rôle parce que la société attendait ça de nous. Et finalement, on n'est pas du tout aligné avec ça et on s'est perdu un chemin. Mais c'est vrai que c'est important de faire le point et d'effectivement de réaliser en fait les enjeux qui sont face à nous quoi. Mais pour rebondir à ce que tu disais des consciences etc, c'est vrai qu'il y a moi un ouvrage qui fait vraiment très important pour moi, c'est Le sens de la merveille de Rachel Carson. Je sais pas si tu l'as lu. Rachel Carson est quelqu'un qui était un peu visionnaire à ce niveau-là et qui disait que voilà, en fait, si on retrouvait ce sens de l'émerveillement, en fait, si on arrivait à sentir en fait, de ce qui se passe autour de nous, des petites choses du quotidien et de la nature environnante, en fait, ça peut pas arriver là, en fait, si on n'est pas perdu. Cette petite lumière continue, cet émerveillement, cet enthousiasme, et ben, on en serait peut-être pas là, donc il est temps, en fait, de retrouver ça pour remettre un petit peu de magie et voilà, de retrouver notre place, en fait. Tu as vu dans mon post que j'ai parlé de Pocahontas, mais parce que je trouve que c'est quand même très parlant comme image, mais c'est vrai que voilà, on fait partie d'un cercle, et de retrouver notre place dans ce cercle-là, c'est important, et effectivement, ça passe par retrouver cette petite lumière, par retrouver, voilà, cet enfant intérieur, cette capacité merveilleuse de s'enthousiasmer, et se rapprocher de notre vraie nature, en fait. Ouais, émerveillons-nous. Bon, nous arrivons au terme de notre échange, mais avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à une personne qui souhaite se lancer dans l'accompagnement des enfants en nature ou qui aimerait proposer ce contact à la nature plus fréquemment? Alors, ce serait pas forcément de se former, parce que je pense que la formation vient finalement après une certaine réflexion, en fait, de trouver son identité, trouver son traçage en fait, pour soi, et la posture qu'on a envie d'adopter en tant que, voilà, en tant que passeur ou éducateur à l'environnement. Mais en tout cas, oui, de vraiment trouver sa posture, qu'est-ce qui enthousiasme, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en fait. Parce que je pense que la chose la plus importante dans cette idée de passeur, de passer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est la transmission. Du coup, pour transmettre quelque chose, il faut en être intimement persuadé et il faut le vivre déjà de sa chair, en fait. Donc, si on est déjà dans cette démarche-là de, je sais ce que j'ai envie de transmettre et comment,
c'est déjà gagné en fait. Et je pense qu'il faut vraiment trouver ça en fait, trouver son petit truc. Moi voilà, c'est passé par le yoga et puis après voilà la créativité, mais voilà les gens c'est vraiment leur propre ressources. Il faut trouver un peu ce qui nous anime et ce qu'on a vraiment envie de transmettre. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour pour éveiller l'enthousiasme des personnes avec lesquelles on sera amené à travailler. Et puis après pour celles qui sont justement pas servent de l'autre côté, pour les familles, les parents et puis les autres aussi, parce qu'on pense aussi aux enseignants qui voilà, prennent les classes et qui aimeraient transmettre ça aussi à aux enfants avec lesquels ils sont, c'est petit à petit en fait, de trouver justement encore une fois ce qui nous enthousiasme nous à être dehors, à être en contact avec les vivants. Qu'est-ce qui nous motive en fait à sortir, et après voilà de trouver des petites pistes comme ça et de nourrir ces activités-là, ces petits riens en fait, et qu'après en fait voilà ça va nécessairement se transmettre aux autres, que ce soit à ses propres enfants, que ce soit aux enfants avec lesquels on évolue, ça va forcément matcher, et puis après ça évoluera peut-être vers d'autres choses, mais voilà, il faut pas se forcer, il faut aller ce vers quoi naturellement on se sent bien en fait, nos enthousiasmes nous. Voilà. Oui, finalement, suivre son cœur plutôt que suivre sa tête. Eh bien Marion, je te remercie sincèrement pour cet échange très riche qui va peut-être réveiller des passeurs et passeuses de nature dans l'âme. Je l'espère en tout cas. Et eh bien écoute, je te souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup à toi, Claire, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, sortir, ça ne doit être que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.